26 jours qu'il a posé ses valises à Matignon. Sébastien Lecornu doit donc révéler le visage de son gouvernement. Ce sera dans quelques instants, peut-être avant 20h. Nous a-t-on promis. Une première salle devrait être connue de manière donc imminente. Alors qui paraît, qui reste et surtout pour quelle politique? Nous sommes avec Alexandre Malafaille et Véronique Jacquier. Alors c'est vrai qu'on commence à regarder un petit peu là sur les écrans des chaînes d'infos en continu les premiers visages. C'est à peu près les mêmes que ceux du gouvernement Bayrou. Alors moi je me pose toujours la question, chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, les auditeurs qui nous écoutent, les Français qui regardent CNews, qui écoutent Europe 1, qu'est-ce qu'ils se disent? On entendait tout à l'heure un reportage de Noé Chaillot en Alsace, les gens qui n'achètent plus de viande au supermarché, plus de poissons, et qui voient ce balai de ministres. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent ressentir, mais Alexandre Malafaille, je pense un petit peu de lassitude. Beaucoup de frustration et sans doute de la colère. C'est assez incompréhensible en fait de voir cette situation qui perdure. Ça fait maintenant 1 an et 3 mois, bientôt 4 mois qu'on est avec cette espèce d'instabilité mais qui confine à l'immobilisme, pour reprendre les mots de l'échange qu'on avait avec Julien Aubert. C'est incompréhensible parce que en fait on voit bien que cette absence de possibilité de faire une coalition, cette incapacité des uns et des autres à s'engager de manière un peu durable dans une politique sans vision, sans cap, ça n'apporte rien. C'est simplement, on donne du temps au temps, vous l'évoquiez tout à l'heure, une espèce de monde sur le Titanic, on l'empêche de couler aussi vite qu'il ne devrait. En fait, on est vraiment au cœur d'une crise institutionnelle majeure, avec au centre de cette crise un homme qui refuse de reconnaître sa défaite et d'en tirer toutes les conséquences. Et c'est vrai que le système n'a pas été prévu pour ça. Parce qu'en fait, vous avez trois formations de plus ou moins égale taille entre la droite, le centre et la gauche, pour résumer à la serpe. Et ça, aujourd'hui, c'est idéologiquement irréconciliable. Vous ne pouvez dégager, compte tenu des positions, des postures et des jeux qui sont dramatiquement politiciens, parce que tout le monde pense à 2027, vous ne pouvez absolument pas bâtir... Oui, mais c'est bien là le problème, Alexandre Malafaille, c'est que tout le monde pense à 2027 et ça n'échappe pas aux Français. Mais les Français voient parfaitement. Et ils ont légitimement le droit d'être extrêmement en colère. Mais ils ont d'autant plus qu'on est en train simplement de perdre du temps et on joue avec l'avenir de la France. Véronique Jacquier. Oui, moi je pense que les Français sont désespérés et angoissés de la situation parce qu'ils voient bien effectivement que cet immobilisme, il y a quelque chose de stérilisant, mais ils en veulent aux politiques de ne pas suffisamment penser à la France et de penser Absolument. À cette espèce de tambouille des partis. Maintenant, même les partis sont coincés parce que tout ce qui faisait l'esprit de la Ve République a été tellement tordu dans tous les sens, en premier lieu par Emmanuel Macron, qui effectivement reste à l'Élysée alors que l'an dernier, en étant déjugé, il aurait dû faire comme le général de Gaulle, et ben voilà, je rends les clés de la maison et je me retire. Et donc, comme il ne respecte pas l'esprit des institutions de la Ve République, forcément, dans un effet de ruissellement, toutes les formations politiques, tout le fonctionnement du Parlement, même jusqu'à Matignon, parce que moi, quand je vois Sébastien Lecornu qui dit « je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République » et qu'il reçoit les chefs de parti les uns après les autres pour négocier, on va dire comme un marchand de tapis, c'est quelque chose de désespérant. Et ça montre un État qui est faible, un gouvernement qui est faible, un pouvoir en plus qui est de plus en plus faible, puisqu'il a remis, pardonnez-moi l'expression, les clés du camion au Parlement. Oui, en disant finalement c'est vous qui allez vous débrouiller avec le budget. Donc on a en plus un affaiblissement volontaire de la part du pouvoir à Matignon. Alors aujourd'hui Sébastien Lecornu il fait ce qu'il peut. On voit avec les têtes d'affiche là qui vont composer le gouvernement que il faut que tout change pour que rien ne change. L'annonce n'a pas été faite officiellement. Voilà. Non, mais on voit un petit peu les têtes effectivement s'afficher sur les écrans de télé. Enfin il est fort probable que Bruno Retailleau soit de nouveau ministre de l'Intérieur. Fort probable que Gérald Darmanin. Justement, ma chère Véronique Jacquier, je vous coupe parce qu'on commentera évidemment ensemble ce gouvernement quand il tombera tout à l'heure. Enfin, il sera annoncé. Il ne tombera pas encore. Ça sera peut-être dans un deuxième temps. Sébastien Lecornu a passé un petit moment avec Bruno Retailleau, justement, il y a 1 heure. Ça a duré. On a entendu Julien Aubert et c'est vrai qu'on voit les premiers noms qui sont plutôt à droite, Alexandre Malafaille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, Sébastien Lecornu a déjà acté qu'il ferait sans les socialistes, mais alors il compte quoi sur le RN pour ne pas être renversé? J'avoue que j'ai du mal à comprendre peut-être la stratégie qui va suivre. C'est un petit peu le même esprit de stratégie que ce qu'on avait retrouvé finalement avec le gouvernement Barnier l'année dernière.
on voit bien cette espèce de tentation d'être plutôt à droite, parce que c'est globalement dans cette ligne-là qu'on reste dans l'esprit de ce qu'a voulu Emmanuel Macron sur le plan du libéralisme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, et ça c'est le choix d'Emmanuel Macron, il ne veut pas qu'on remette en cause son héritage. Il ne veut pas qu'on casse sa dynamique, il ne veut pas qu'on casse ce qu'il pense qu'il a fait de bien pour la France. Et ça suppose effectivement de continuer à avoir une politique qui est plutôt favorable au monde économique, au business, et donc d'être plutôt situé à droite de l'échiquier. Donc on va chercher en plus ce qui reste, parce que très simplement, il faut y aller aujourd'hui. Il faut avoir envie de se retrouver dans le chaudron de l'Assemblée et puis dans ce bazar politique qui est quand même inextricable, et de faire le pari que le RN sera peut-être tenté de... Voilà, si on lâche un peu de l'Est, c'est des paris, enfin c'est de la tambouille politicienne comme on l'a rarement vu à ce niveau-là. Disposer le Rassemblement national. Alors, le Cornu a parlé des fraudes fiscales et sociales chères au RN, mais enfin, ça va pas rapporter beaucoup, 2,3 milliards. Véronique Jacquier. Oui, Marine Le Pen a été la première à être reçue vendredi matin, vous savez. Avec son petit chat. Elle est arrivée à Matignon. Et à la sortie de Matignon, elle a dit, pour l'instant, je ne vois pas de rupture avec le macronisme. C'est ça, et ils veulent une rupture. Et très important, elle a dit, j'attends le discours de politique générale mardi pour voir s'il y a rupture ou pas rupture. Donc ça veut dire, si vraiment il y a rupture, si je vois que Sébastien Lecornu nous envoie des signaux que nous pouvons recevoir, on ne le censurera pas. Sinon, si on trouve que ça reste trop macroniste, on prendra le risque de le censurer. Sauf que la gauche emploie les mêmes termes, ils veulent une rupture, mais c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même rupture, oui. Non, mais sauf que la gauche et la gauche de gouvernement qui essayent quand même eux aussi de jouer les marchands de tapis. Enfin, ils vont à Matignon, la première chose qu'ils demandent, c'est l'abrogation de la loi sur les retraites, quand même. Enfin, comme si c'était l'urgence pour un pays qui a 3 milliards de dettes. Ma chère Véronique, je vous rappelle. Tout à fait, le RN aussi, mais c'est pas ce qu'ils mettent en haut de l'affiche, vous voyez, c'est pas la première des préoccupations, mais effectivement, ils se retrouvent sur ce terrain-là. Donc on voit quand même qu'en plus, on a des politiques et des actions politiques qui sont déconnectées. Mais oui, enfin, la tâche est rude quand même pour Sébastien Lecornu d'essayer de s'en sortir. Mais effectivement, le RN attend le discours de politique générale mardi prochain. Alexandre Malafaye. Pour rajouter simplement un mot pour dire que le seul élément sur lequel ils sont d'accord, sur lequel ils peuvent s'entendre, c'est la rupture. C'est assez fascinant de se dire qu'on est d'accord uniquement sur ce point-là, et ça révèle en fait le vide devant lequel on est auquel on fait face, parce que en fait, idéologiquement parlant, les positions sont vraiment irréconciliables. Oui. Je ne vois pas comment, en l'état actuel des postures des uns et des autres, sachant que chacun a désigné son ou ses boucs émissaires, on va arriver demain à faire en sorte qu'on retrouve dans un système qui sera peut-être pas du tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire avec des vraies majorités tranchées à l'Assemblée nationale, comment on arrive à fabriquer des coalitions pour avancer. Dans ce cadre-là, je vois pas comment on sort de la crise durable. Mais en fait, le but pour tout le monde est de gagner du temps et d'essayer de travailler pour 2027. Et je vous arrête, ma chère Véronique, place au direct, puisque Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée, annonce le gouvernement. Écoutez. Énergétique, le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur Bruno Le Maire, ministre d'État, ministre des Armées et des Anciens combattants. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et énergétique. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Éric Woerth, ministre de l'Aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Madame Naïma Mouchou, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, de l'Intelligence artificielle
et du numérique. Monsieur Philippe Tabarot, ministre des Transports. Madame Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministre délégué auprès du Premier ministre. Madame Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement. Monsieur Mathieu Lefebvre, chargé des relations avec le Parlement. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un conseil des ministres qui se tiendra demain à 16h. Je vous remercie. Et voilà pour l'annonce du gouvernement par Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Alors Jacques, évidemment, la plupart de ces annonces ne nous ont pas surpris. C'est quasiment la même chose que le gouvernement Bayrou, avec néanmoins quand même quelques grosses surprises. Quelques surprises, c'est vrai que le nom de Bruno Le Maire n'avait fuité que ces dernières heures, et c'est donc confirmé, l'ancien ministre de l'économie qui avait quitté Bercy, il faut s'en souvenir, en septembre 2024, au moment du remplacement du gouvernement Attal par le gouvernement Barnier. Voilà qu'il avait quitté Bercy. Il est de retour non pas à Bercy, mais au ministre des Armées, qui est un ministère stratégique, qui a été à la fois relève du président de la République, de l'Élysée, et qui surtout était un peu le bébé de Sébastien Lecornu, qui est devenu Premier ministre, et qui donc confie son ministère. Et l'un des papas de la dette aussi, qui a augmenté considérablement sous Emmanuel Macron. Et en tout cas, les oppositions ne manqueront pas de monter en effet contre cette nomination de Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'il fait partie de ces figures du macronisme, puisqu'il était là en tout cas depuis 2017, et qui donc après un an à peine d'absence et qui fait son retour dans le gouvernement. Sinon, les grands noms qui étaient les ministres de poids lourds qui étaient dans le gouvernement précédent restent. Elisabeth Borne à l'éducation, Manuel Valls aux Outre-mer, Gérald Darmanin à la justice, Bruno Retailleau à l'intérieur, Jean-Noël Barrot au ministère des Affaires étrangères. Parmi les entrants, on peut signaler également Éric Woerth, qui est nommé ministre de l'Aménagement des territoires. Ancien ministre sous Nicolas Sarkozy. Absolument. Marina Ferrari, qui devient ministre des Sports, et Aurore Berger, également nommée donc porte-parole du gouvernement, et Mathieu Lefebvre, député macroniste, qui devient chargé des relations avec le Parlement, et donc qui remplace un très proche de François Bayrou, Patrick Mignola, donc un macroniste de la première heure qui succède à un membre du MoDem. Voilà pour cette première salve de noms, puisque comme vous le savez, les secrétaires d'État seront nommés dans un second temps, dans les prochains jours, après le discours de politique générale de Sébastien Lecornu, mardi après-midi. Mais avant, tous ces ministres de plein exercice sont donc convoqués demain à l'Élysée pour un premier conseil des ministres à 16h. Oui, Jacques Serret, je vous propose de rester avec nous du service politique d'Europe 1. On marque une pause et on revient pour commenter donc cette affiche du nouveau gouvernement Lecornu. Toujours en compagnie de mes débatteurs de la première heure, Véronique Jacquier et Alexandre Malafaille, et Jacques Serret du service politique d'Europe 1 qui nous a rejoint pour commenter cette nouvelle équipe. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on se serait cru dans l'acte 1 du gouvernement Bayrou. Alors heureusement, on a entendu que Roland Lescure était à Bercy. Ça nous a réveillé un petit peu. On s'est dit, tiens, c'est bien le gouvernement Lecornu, et surtout Bruno Le Maire, le retour. C'est le retour de Bruno Le Maire. C'est un peu l'unique surprise du soir, puisque la nomination de Roland Lescure, qui donc remplace Éric Lombard au ministère de l'économie, était attendue. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant dans le sens où il y a très peu de renouvellement finalement, qu'il a donc fallu 26 jours. 26 jours, je rappelle que c'est un record sous la Ve République qu'un Premier ministre mette autant de temps pour composer un gouvernement, finalement pour arriver à cette copie donc de 18 noms, mais finalement avec très peu de renouvellement, et dans le renouvellement
qu'il y a, ce sont des revenants. C'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. J'imagine le nombre d'auditeurs qui doivent nous écouter, qui doivent se dire, mon Dieu. Oui, non, Véronique Jacquier, vous en pensez quoi? Je suis pas du tout d'accord avec vous quand on dit mon Dieu, c'est-à-dire que oui, il faut que tout change pour que rien ne change, et on en a déjà parlé, vu la tambouille dans laquelle on est. Vous pensez que les Français sont heureux d'entendre cette liste du gouvernement avec un Bruno Le Maire qui a augmenté la dette, sérieusement? Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que là, et vous avez. Mais pourquoi Bruno Le Maire a été rappelé à la rescousse? Parce que c'est pour ses liens privilégiés qu'il a avec Sébastien Lecornu. Finalement, il donne son fauteuil au ministre des Armées. Non, mais on est d'accord que c'est là le problème. Mais Sébastien Lecornu, il se sent tellement faible qu'il lui faut quand même des hommes, si j'ose dire, de confiance. Et là, il a rappelé papa. Bruno Le Maire a dit dans une interview, dans un magazine, je suis son père en politique. C'est un peu mon bébé. C'est moi qui l'ai mis sur les fonds baptismaux de Matignon. Vous n'avez pas dit le contraire, mais je crois que c'est ce qui cristallise l'agacement des Français, ce côté. Je vous fais de la psychologie. Oui. Sébastien Lecornu était l'attaché parlementaire de Bruno Le Maire quand il était député de l'Eure. Il avait à peine une vingtaine d'années, donc vous imaginez la relation. Effectivement, vous nous apportez un décryptage, mais c'est pas ce qu'attendent les Français, et c'est même l'inverse. Non mais et il s'est montré stratège. Il a finalement fait sa carrière politique dans la roue de Bruno Le Maire. Donc moi, je peux comprendre, même si je peux comprendre aussi que vous me dites on rappelle. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a augmenté considérablement la dette. On est à 3 milliards, 350 milliards de dette. On est d'accord que Bruno Le Maire aurait dû faire comme Jean-Pierre Chevènement. Je ne suis pas d'accord. Je me casse. D'ailleurs, accessoirement, j'ai croisé Bruno Le Maire. Voilà. Il y a 15 jours, il m'a dit qu'il ne remettrait pas les pieds dans cette galère. On est d'accord, mais moi, je vous donne les explications en coulisses de ce qui explique finalement son retour. Alors, on peut considérer que c'est un revenant qui n'a pas sa place, et je comprends la colère des Français, mais mettez-vous à la place de Sébastien Lecornu, qui n'a pas non plus un casting, enfin, qui n'a pas non plus un vivier, finalement, par les temps qui courent, avec une France qui se porte très très mal. Il n'a pas des gens suffisamment costauds sur lesquels il puisse avoir confiance, pour dire, voilà, je m'entoure de cette façon-là. Oui, puis d'après les informations, beaucoup ne voulaient pas y aller, Jacques Serret. Parce qu'il y a très peu de marge de manœuvre pour Sébastien Lecornu, qui s'est confronté au non très ferme des socialistes, qui aujourd'hui menacent de censure. Donc évidemment, qui a envie de se lancer dans cette galère? C'est presque un suicide politique d'aller au gouvernement par les temps qui courent. À peine nommé et déjà menacé. Et ça veut dire qu'il a acté clairement que le PS allait censurer. Et justement, la question que je me posais tout à l'heure, Jacques Serret, je profite de votre présence, ça veut dire quoi? Qu'en gros, c'est tout à droite, parce que ce gouvernement est quand même assez à droite, enfin on l'examinera en détail, mais plutôt à droite, ça veut dire que la stratégie, c'est quoi? C'est de convaincre le RN finalement, pour ne pas tomber, puisqu'il a déjà acté qu'il avait perdu la gauche? La stratégie là, d'avoir une seconde vague de nominations, c'est peut-être encore essayer de tirer le fil et d'essayer d'avoir des figures de gauche qui seraient tentées de rejoindre cette embarcation vouée au naufrage. Mais pour l'instant, c'est la seule possibilité. Alors après, comme on a pu le constater, c'est l'ordre protocolaire de la nomination. On a Emmanuel Moulin, le secrétaire général de l'Élysée, qui a commencé par Elisabeth Borne et Manuel Valls. Elisabeth Borne, Manuel Valls, qui sont un peu les deux seules figures d'un centre gauche qui parlent un peu aux électeurs socialistes. Voilà pourquoi ils sont ministres d'État, et que ce sont les deux premiers noms qui ont été cités. Juste un petit mot pour vous signifier comment l'entourage de Sébastien Lecornu justifie cette liste ce soir. Il y a d'abord la satisfaction d'avoir un gouvernement où il y a la parité, c'est un point important, et c'est pas toujours évident dans la composition d'une équipe gouvernementale. C'est un gouvernement de mission resserré. Son premier objectif est de faire adopter un budget pour la France avant la fin de l'année 2025. Et c'est bien là l'unique objectif finalement, d'essayer de faire passer un budget avec ses ministres qui devront être, je cite, des négociateurs et trouver des compromis avec l'ensemble des parlementaires. Donc voilà pour l'explication de texte côté Matignon sur cette équipe gouvernementale. On souhaite bien du courage à Alexandre Malafaye, parce que c'est une affaire qui n'est pas forcément bien partie quand on entend les voix des oppositions en embuscade. Tout le monde en politique aujourd'hui, à part ce bloc-là, veut que le président reconnaisse qu'il a échoué, et donc il y ait une rupture. La rupture, c'est ça, c'est que le président reconnaisse son échec et qu'on change de politique.
politique. Le président ne veut pas. Et donc, depuis maintenant 1 an et demi, il s'organise pour ne pas changer de politique en testant un coup Barnier, un coup Bayrou, maintenant le Cornu, avec un gouvernement où on reprend en effet un certain nombre de figures connues, mais qui sont rassurantes pour justement tenir coûte que coûte cette ligne. Essayer je ne sais pas si ça rassure tout le monde non, de mais voir, ça rassure pas, par exemple, à Bruno Le Maire revenir. Bon. Non, mais après, si on est simplement sur le plan de la fiche de poste et des compétences, aujourd'hui, le casting proposé dans cette logique qui consiste à dire il faut tenir coûte que coûte ce système et essayer d'emmener le pays cas jusqu'en 2027. Finalement, vous mettez Manuel Valls, par exemple, à l'Outre-mer, pour l'instant, il fait plutôt du bon boulot. Aux armées, notre ami Le Maire, lui, globalement, il a la stature et la compétence, il connaît les affaires internationales, il va tenir son ministère. Vous les prenez tous les uns et les autres. Voilà, le retour de Roland Lescure. Mais même Jean-Noël Barrot, vous voyez, c'est quoi le bilan de Jean-Noël Barrot avec notamment dans le bras de fer de l'Algérie? Bon, c'est la continuité. Mais si vous souhaitez Bruno Retailleau, par exemple. Personne ne souhaite ça. Enfin, les 80% des Français ne souhaitent pas ça. Mais puisque c'est le choix qui est fait par le président et qui demande à Lecornu de l'appliquer, de fait, Sébastien Lecornu fait cette politique. Et donc, c'est vrai que vous avez raison de souligner que Emmanuel Macron a dû avoir peut-être certainement la main, je parle sous le contrôle de Jacques Serret, sur ce gouvernement. Évidemment, mais c'est ce qui va le mettre aussi évidemment en danger dans les prochaines semaines et les prochains mois, puisqu'au vu des premières réactions qui commencent à tomber, on voit le côté du Rassemblement national qui pointe déjà la censure, puisque Jordan Bardella considère qu'il n'y a absolument rien de la rupture. Côté socialiste également, on aura Pierre Jouvet, tout à l'heure, secrétaire général du PS, on lui posera la question. Les mêmes, on recommence. Donc côté socialiste également, on se dirige vers une censure. Donc très clairement, oui, il y a la patte d'Emmanuel Macron, mais cette composition du gouvernement avec des figures historiques du macronisme le mettent directement en danger, lui, puisque dans le cas de figure où ce gouvernement tomberait dans les prochaines semaines, très clairement, on voit mal quelle solution, à part soit dissolution, mais dissolution perdue pourrait, évidemment, les mots dissolution et démission qui arriveraient dans le débat public et donc qui mettent la pression sur le chef de l'État. Véronique Jacquier. Oui, juste un mot. Il faut se souvenir là, justement, Bardella vient de dire que finalement il ne voyait pas de rupture. Là, ça serait difficile d'en voir une. Non, tout à fait. Sur le papier. Ce que je veux expliquer, c'est justement le glissement sémantique au sein du RN. C'est-à-dire que sous le gouvernement de Michel Barnier, Marine Le Pen avait dit pas de censure avant la fin des discussions budgétaires et elle avait censuré le 4 décembre. Pour Bayrou, le RN avait dit pas de censure au nom de la stabilité de la France. Voilà, là, vous voyez, on ne parle plus de stabilité et on est prêt à déjà censurer. Donc il va falloir le Rassemblement national. Non, mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est l'écoute du discours de politique générale mardi et de voir ensuite comment chaque troupe se positionne. Mais la seule rupture qui s'accentue aujourd'hui, c'est pas au niveau politique, c'est une rupture au niveau du pays. C'est-à-dire que clairement, cette classe politique-là qui tourne en rond sur elle-même et qui ne fait que prolonger l'agonie, elle acte de manière claire une rupture avec la société française. C'est ça qui est en train de se constituer et ça se paiera de fait très cher dans les urnes et le risque, c'est que ça ne se paye pas que très cher dans les urnes, le pays étant tellement, pour une partie de sa composante, quand même très en colère. Et de toute façon, on aura la réponse, la réaction en tout cas, peut-être par rapport à cette censure éventuelle et qui semble bien probable tout à l'heure avec Pierre Jouvet, secrétaire général PS, qui sera mon invité à 20h30. Jacques Serret, vous aussi, on vous retrouve tout au long de la soirée pour commenter cette nouvelle affiche gouvernementale. Un gouvernement déjà en sursis. N'oubliez pas que Thomas Hill, Anissa Adedi et toute l'équipe de Culture Média vous donnent rendez-vous de 10h à 11h30 sur Europe 1. Toute l'actualité culturelle et médiatique avec ceux qui la font. Demain, les invités Didier Bourdon et Elsa Zilberstein pour le film C'était mieux avant. C'est l'actualité peut-être. Oui, en salle mercredi, Culture Média de 10h à 11h30 tous les jours sur Europe 1, la radio libre. Merci Alexandre Malafaye, merci à Véronique Jacquier. Jacques Serret, je vous dis à tout à l'heure et on marque une pause. À tout de suite.